il faudrait comprendre ces expressions dans toute sa matérialité. Pour marquer le lien de nécessité qu'il y a entre la nourriture et notre santé physique d'une part, et la nature et notre santé intellectuelle d'autre part. Lorsque nous mangeons, il s'agit en fait d'un corps étranger qui entre en moi par la bouche, ce qui est la situation normale, mais qui peut aussi entrer en moi par les veines lorsque je ne suis pas en mesure de faire entrer cette nourriture de manière normale. Cela fait que l'acte de manger peut me provoquer un certain plaisir lorsqu'il s'agit des repas qui me plaisent, mais l'acte de manger peut aussi devenir pour moi comme quelque chose qui m'est imposé parce que j'en dépends. Je puis donc manger avec plaisir, je puis manger sans plaisir du tout. Lorsqu'il nous arrive de ne pas manger, ou d'être dans l'incapacité de manger, c'est-à-dire la nourriture est disponible, nous voyons que les membres de notre famille, les amis, et même parfois le corps médical, luttent pour que je continue à manger. Leur objectif, c'est que je sois en moi-même santé. Et ce corps étranger qui entre en moi, mon propre corps les discrimine et garde ce qui est sien, ce qui va l'aider à grandir en taille, en volume, ce qui va augmenter le sang, qui va lui permettre de lutter contre les microbes, etc. Et toujours mon corps rejette les déchets parce qu'ils sont inutiles. Il en va de même pour la lecture. Il s'agit en fait d'une idée qui se trouve en dehors de moi et qui pénètre en moi. Cette entrée d'une idée étrangère en moi, qui entre en moi, peut se faire avec plaisir lorsque l'auteur que je lis va dans la même direction que moi. Lorsque le livre que je lis me rappelle les choses que j'aime. Mais le contact avec cette idée étrangère peut se faire sans plaisir. Lorsque le livre, par exemple, est rebutant, le livre est difficile ou contraire à mes idées. Mes vrais amis, les membres de ma famille, parfois, le corps enseignant, tout ce monde lutte pour que je continue à lire. C'est pratiquement dans ce cadre que nous pouvons comprendre l'organisation de cette fête de livres, qui est une occasion pour nous de nous rappeler que d'abord des livres existent et que nous avons cette nécessité de lire. De même que le corps médical fait tout son mieux pour que je continue à manger, même lorsque je ne suis pas du tout disposé à manger. De même, le corps enseignant, nos amis, nos aînés, continue à nous rappeler la nécessité de la lecture. Moi-même, en recevant les idées du livre que j'ai lu,
Je vais faire la même opération avec la nourriture. Je vais retenir ce qui est bien. Je vais aussi mettre de côté ce qui est inutile, comme ce qui est déchet. Mais nous pouvons nous demander, l'océan, ce que l'on garde, ce qui fait grandir le lecteur, c'est quoi pratiquement? Pour répondre à cette question, je voudrais ajouter une autre notion. Lire, c'est discuter. C'est entrer en discussion avec quelqu'un dont les idées peuvent me plaire, peuvent me choquer, de toutes les façons me mettre en question et ne me laissent jamais comme avant. Par conséquent, je puis aimer la discussion, la dialectique, où je me confronte à l'autre que je puis accepter totalement ou en partie. Même si je le rejette, j'aurais appris qu'il y a une autre manière de poser le même problème et de l'analyser. C'est ainsi que, au-delà des livres de notre obédience, des livres qui nous plaisent, nous nous mettons aussi à discuter avec des livres écrits par des gens qui ne nous plaisent pas ou des auteurs d'une idéologie que nous rejetons. Je donne un exemple. Un militant de l'UDPS qui prend un livre écrit par un militant du PPRD sur le PPRD et lit ce livre, le comprend très bien et est capable de le présenter, et l'auteur qui est du PPRD dit exactement: tu as dit ce que moi-même j'ai écrit. Ou même un chrétien qui prend un livre écrit par un musulman sur l'islam, le lit, le comprend, et lorsqu'il en parle, le musulman lui-même dit exact, c'est ce que j'ai moi-même écrit. Là, c'est lorsque nous aimons la discussion. Et donc, on va aborder n'importe quel livre. Mais on peut aussi fuir la discussion. Et ça, c'est la solution de facilité. Lorsque je suis convaincu d'être déjà arrivé, lorsque je suis convaincu de posséder toute la vérité, je vais me fermer à ce qui, pour moi, est un mensonge. Et je venais de dire qu'il s'agit là d'une solution de facilité. Je ne cherche pas la vérité lorsque je fuis la discussion. Et je vais me convaincre de manière tout à fait naïve de posséder déjà la vérité. Et cette conviction tout à fait sans fondement va nécessairement m'amener moi-même et ceux de mon groupe tout droit vers le fanatisme. Fanatisme envers mon idée et nécessité d'imposer cette vérité à l'autre. C'est pratiquement une pauvreté choisie librement. Donc on peut aimer la discussion, on va lire tous les livres, on peut fuir la discussion, on va alors lire seulement ce qui nous plaît, mais on peut aussi continuer la discussion avec nos contemporains, avec la postérité, lorsque nous communiquons nos idées, soit par la parole, soit lorsque je mets ce que j'ai lu, je le mets aussi par écrit. Dans ce cas, on devient écrivain. Et ce que l'on a mis par écrit, ça devient un patrimoine commun appartenant à tous les temps et à tous les espaces. Mes idées que j'ai mises sur la place publique, nous devons les souligner, ne proviennent pas du néant. Chaque fois que vous prononcez une seule phrase que vous prononcez,
aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, vous prononcez une seule phrase, sachez que dans cette phrase, il y a votre premier livre de français que vous avez étudié à l'école primaire. Il y a, dans cette phrase, il y a les matières de géographie, les matières d'histoire, les matières d'hygiène, tout ça. Donc, nos idées ne proviennent pas du néant. Ils proviennent des connaissances que nous avons tirées d'autrui. Et parmi les endroits d'où proviennent mes idées, il y a le livre d'autrui. Les livres que j'ai pu rencontrer, les livres que j'ai pu lire. Quand je rencontre pour la première fois un livre d'autrui que je n'ai pas encore ouvert, c'est un livre d'autrui. Et il n'est que ça. Quand je lis ce même livre, je le comprends, alors je l'intègre à mon bagage précédent. Je peux même dire les idées que j'ai soutirées de ce livre que je viens de lire deviennent mes idées, dans la mesure où je les ai acceptées, analysées, tamisées. Ce livre fait partie de moi. Aussi faut-il que je sois toujours capable de présenter le plus honnêtement possible les idées d'autrui, parce que quand elles deviennent mes idées, et si je m'appuie sur quelqu'un d'autre, il faut être conforme à ce que j'ai dit. Devenant une partie de moi, ce livre, nous pouvons dire, il est en moi. Je puis m'en servir spontanément. Je n'ai pas besoin de recourir au volume que j'avais touché et qui se trouve maintenant dans les rayons, ou même à la tablette ou à l'ordinateur, parce qu'hier on nous a parlé des livres électroniques, mais ayant intégré les idées de ce livre en moi, je ne peux plus les considérer en dehors de moi. À ce niveau, je puis dire que l'expression que nous utilisons quelquefois, nous devons penser par nous-mêmes, chacun doit apprendre à penser par soi-même, c'est aussi un peu une illusion. Parce que soi-même est déjà constitué d'un bagage qui provient d'autrui et de plusieurs autres personnes. Avoir intégré en soi, avoir maintenu les idées d'autrui et les avoir fait siennes, c'est ça l'enrichissement que l'on tire de la lecture. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une petite histoire. Parce qu'hier, il nous a été annoncé que l'écriture proviendrait de la Mésopotamie vers 3300 ans avant Jésus-Christ, la Mésopotamie, du côté de l'Irak. Mais l'histoire que moi je raconte, c'est autour de 3000 ans, c'est-à-dire immédiatement 300 ans après, autour de 3000 ans, c'est en Égypte. Lorsqu'on invente l'écriture en Égypte, elle est inventée d'après la tradition par un dieu. Alors, ce dieu a inventé plusieurs arts. Il a inventé les calculs, il a inventé les nombres, il a inventé la géométrie, il a inventé l'astronomie. Et il se présente au roi d'Égypte qui habite à terre et se met à lui présenter les avantages de chacun de ces arts. Et lorsqu'il arrive à l'écriture, il est tout heureux de dire au roi, écoutez, maintenant moi j'ai trouvé un remède au souvenir. Lorsque les Égyptiens, vos compatriotes, vont se servir de cet art que je viens d'inventer qui s'appelle l'écriture, ils deviendront plus savants. Et leur mémoire ne pourra plus leur manquer parce que ce qu'ils savent, ils le mettent quelque part et ils pourront toujours s'en servir. Le roi le regarde, c'est le roi Tammuz, il dit je ne suis pas d'accord. Parce que
l'écriture que vous venez d'inventer, au lieu de permettre aux gens d'exercer leur mémoire comme il faut, ça va plutôt les affaiblir. Les gens ne sortiront pas plus savants, mais plus ignorants. Parce que maintenant, au lieu de chercher la vérité en eux, au fond d'eux-mêmes, ils vont plutôt faire confiance à des empreintes extérieures, à des signes extérieurs. Ce que nous avons écrit là, ce sont des signes extérieurs. Et c'est ainsi que vous pouvez poser une question à quelqu'un, il vous dit oui, ça se trouve dans un livre, attendez que j'aille chercher. C'est pour cette raison que le roi rejette l'écriture et il dit non, il faut que ça soit en vous, que vous n'ayez pas à le mettre dehors. Le roi s'oppose à l'écriture parce que les vérités ne seront pas inscrites dans le cœur des lecteurs. Il s'oppose à l'écriture parce que les vérités seront extérieures à la personne. Et ce que je viens de dire, bon, je ne l'ai pas inventé, je l'ai aussi intégré à ma pensée. Donc, je vais dire des faits, c'est une œuvre de Platon. Comme on a parlé des livres électroniques, vous qui avez des tablettes, des ordinateurs, l'Internet, c'est question de mettre sur Google Platon, faire, PDF. Le premier qui sort là, c'est déjà le meilleur. Et puis il y a d'autres œuvres. Le texte est long, vous pouvez aller tout droit au numéro 274 et vous allez trouver et même jouir de cette rencontre entre le roi Tammuz et le dieu Tut à propos de l'invention de l'écriture. Le problème du roi qui s'oppose à l'écriture, c'est que votre écriture empêchera les gens d'avoir en eux ce qu'ils savent. Le vœu du roi, c'est que les gens maîtrisent ce qu'ils savent et qu'ils puissent recourir immédiatement à leur propre mémoire pour résoudre les problèmes qui se font. L'écriture, pour le roi, devient donc comme un obstacle entre la personne et la vérité. Il devient comme un handicap pour la recherche de la vérité. Le livre empêche la mémoire si on confie ce que l'on sait, on le confie à des signes extérieurs, à des papiers. Par contre, le livre cesse d'être un obstacle dans la recherche de la vérité lorsqu'il est gravé, inscrit dans le cœur même du lecteur, c'est-à-dire lorsque le lecteur a tellement bien assimilé son texte qu'il en parle avec aisance. Les textes que nous lisons, ou les textes que nous avons, si nous les avons bien lus, bien compris, discriminés, retenus, en chassant de tous les déchets pour en retenir la partie nutritive, alors, loin d'être un obstacle, loin d'être un handicap, ils deviennent un vrai outil du progrès dans la recherche sincère de la vérité. Le prophète Jérémie contemple un moment où il n'y aura plus besoin de lecture, il n'y aura plus besoin de s'enseigner les uns des autres. Il dit, en ce moment-là, la loi du Seigneur sera inscrite dans les cœurs de chacun, de telle sorte que même les enseignants deviennent inutiles, même les livres écrits deviennent inutiles parce que tout est en jeu. C'est pourquoi on ne devrait pas garder pour soi-même un livre lu. Le partage avec d'autres des idées du livre gravées en notre cœur procède, on peut dire, d'une sorte de charité intellectuelle qui nous enrichit continuellement. Garder pour soi les idées d'un livre lu, c'est comme de l'égoïsme.
comme il n'y a de science qu'énoncée, les idées du livre que nous avons entré dans notre cœur nous poussent à l'ouverture aux autres, c'est-à-dire nous poussent à une nouvelle discussion avec d'autres. Ces livres gravés à nos cœurs nous attendent tous. Et à ce propos, nous devons dire que des fois nous avons des richesses dont nous ne nous rendons pas compte. Parfois, nous avons des consolations et nous continuons à pleurnicher. Nos ancêtres disaient des livres gravés dans nos cœurs nous attendent tous et, comme nécessité pour grandir, doivent absolument être exploités. Ces livres nous attendent, nous les étudiants, nous les élèves, nous les travailleurs, nous les professeurs. Je voudrais dire quelque chose. Tout celui qui est titulaire d'un diplôme universitaire est continuellement invité à lire des livres de son domaine, d'abord, et votre domaine. De les graver dans son cœur, c'est-à-dire de bien les maîtriser, et il est toujours invité à s'en servir avec les autres en temps voulu. Si par hasard vous êtes gradué, vous êtes licencié, c'est-à-dire vous êtes titulaire d'un diplôme de graduat, vous êtes titulaire d'un diplôme de licence, et même plus, et qu'au cours des 5 dernières années, vous n'avez pas lu au moins un livre de votre domaine, la vérité est que vous êtes déjà analphabète dans votre propre domaine. Pour être plus clair, vous êtes gradué en anatomie et les 5 dernières années, vous n'avez lu aucun livre d'anatomie. Sachez que vous êtes analphabète en anatomie. Vous êtes licencié en botanique et que les 5 dernières années, vous n'avez lu aucun livre de botanique. Sachez que vous êtes déjà analphabète en botanique. Et si vous êtes enseignant et que les 5 dernières années, vous n'avez pas lu un seul livre de votre domaine, vous êtes un analphabète en train d'enseigner. J'en profite d'ailleurs pour inviter les élèves et les étudiants à provoquer un peu leurs enseignants. Tout simplement pour savoir si ceux qui se présentent devant vous, comme maître, comme enseignant, si ce sont des gens qui sont informés à la hauteur, ou si ce sont des analphabètes, vous les élèves et les étudiants. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme d'anatomie ou de n'importe quel domaine, demandez-lui, mais dites-moi un peu, quel est le dernier livre que vous avez lu de ce domaine et quand est-ce que vous l'avez lu? S'il n'a pas lu quelque chose ces 5 dernières années, vous prenez bonne note que vous avez affaire à un enseignant analphabète. Et ce que je vais vous demander, c'est que vous fassiez cette demande avec beaucoup de déférence envers l'enseignant, aussi bien vous du primaire, du secondaire, du supérieur, de l'université. Faites cette demande avec déférence. Nous sommes du Bantou. Nous avons appris dès notre jeune âge le respect dû aux aînés. Il ne faut pas imiter ces petits foyers que vous avez vus dans les films qui s'adressent à leur papa comme à un copain. Non, nous, le papa, il est sacré. Nous le respectons. Notre enseignant, lui aussi, il est sacré. Nous le respectons, nous lui laissons sa place.
Mais comme il est là en tant que maître, nous voulons seulement vérifier s'il est analphabète ou non. C'est pour ça que, d'une part, nous lui posons cette question, mais d'autre part, nous le faisons avec déférence. Et c'est en faisant de cette manière-là, en nous rappelant que celui qui nous parle doit être quelqu'un qui a reçu et qui a gravé quelque chose de récent dans son cœur, que nous pourrons nous aussi adhérer avec facilité à ce qu'il nous transmet pour pouvoir aussi le graver dans nos cœurs. J'ai dit, je vous remercie.